Je m'appelle Jess, et jamais je n'aurais imaginé que mon voyage se terminerait ainsi, en feu, sur une île inconnue au milieu de l'océan. Le crash est encore un flou de bruit, de chocs, et de flammes. Le hurlement du métal déchiré me hante, et l'impact a été si brutal que tout autour de moi semblait se briser en éclats de verre. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait de la fumée partout, et mon corps entier tremblait de douleur. Je me suis traîné hors de l'avion, le goût du sang dans la bouche, et j'ai aperçu d'autres silhouettes bouger dans la brume du sable et de la fumée. Marco, Amélie, Lucas, des visages connus mais sans familiarité. Nous étions 4, seuls, choqués, et perdus dans un paysage inconnu. Des morceaux de l'avion étaient éparpillés sur la plage, les vagues léchaient les débris métalliques, et je pouvais déjà sentir le poids de l'isolement. Un silence pesant s'installait entre nous, seulement troublé par le crépitement de l'épave encore en feu. Le choc passé, la réalité de notre situation s'est imposée avec une violence froide. Nous n'avions rien, pas de provisions, pas d'eau potable, rien pour survivre. Marco, plus rationnel que moi, a pris la tête de notre petit groupe pour fouiller l'île. Nous avons marché le long de la plage, les pieds nus sur le sable encore tiède, mais ce que nous avons trouvé n'était rien d'autre que des cocotiers et des plantes dont nous ignorions tout. L'eau était notre priorité, mais chaque cri d'un oiseau inconnu, chaque bruit dans les fourrés nous rappelait que nous n'étions pas à l'abri. Les premières heures semblaient déjà sans fin, avec la soif qui commençait à nous tirailler. Je pouvais voir la peur dans les yeux de chacun, une peur qu'aucun de nous n'osait admettre, mais qui nous liait d'une manière étrange et impitoyable. Le jour touchait à sa fin, et nous avons décidé de nous installer près de l'épave. Ce n'était pas grand-chose, mais la structure abîmée de l'avion nous offrait une couverture minimale. Avec les quelques tissus et morceaux de métal récupérés, nous avons construit un abri précaire. Chacun d'entre nous se débattait avec ses propres blessures, physiques et mentales. J'étais exténué, mais l'idée de dormir m'effrayait. La nuit tombait, enveloppant l'île dans un voile d'ombre profond. Je me suis assise, regardant les ténèbres s'étendre et sentant le poids de l'incertitude écraser mon esprit. Que se passerait-il si personne ne venait nous chercher? Ce silence insoutenable de l'île, coupé de toute trace humaine, était le premier signe que nous entrions dans un monde hostile. Lorsque le sommeil m'a finalement pris, il a été entrecoupé de bruits sourds, de grognements et de bruissements que je n'avais jamais entendus. Chaque son de la jungle voisine semblait porteur d'une menace. Les yeux clos, je pouvais presque imaginer des créatures rampantes, des ombres tapies prêtes à surgir. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé nez à nez avec Lucas, immobile et figé. Ses pupilles brillaient dans la nuit, fixées sur une paire d'yeux jaunes au loin, qui semblait nous observer dans un silence menaçant. La créature est partie aussi vite qu'elle était apparue, mais l'idée qu'elle puisse revenir à tout moment me pétrifiait. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. La jungle cachait des menaces inconnues, et l'ombre de l'invisible pesait sur chaque souffle que je prenais. Le jour venu, un sentiment d'urgence m'a poussé à explorer plus loin avec le groupe. Nous devions savoir à quoi nous avions affaire. C'est Marco qui, le premier, a remarqué des traces dans le sable. Ces empreintes étaient énormes, bien plus grandes que tout ce que j'avais vu auparavant, et profondément enfoncées. Les buissons écrasés, la terre remuée, tout laissait penser qu'une créature colossale rôdait dans les parages. Je me suis senti vulnérable, exposé, comme une proie. Mon esprit essayait de rationaliser, mais la seule chose que je voyais était notre manque de défense. Nos chances de survie diminuaient face à la menace croissante. La peur, désormais ancrée en moi, faisait de chaque pas une épreuve de courage. La faim devenait insupportable. Nous n'avions pas d'autre choix que d'improviser. Amélie a trouvé un morceau de métal de l'épave et l'a aiguisé pour en faire un harpon rudimentaire. Avec Lucas, nous sommes allés jusqu'au bord de l'eau, essayant d'attraper du poisson. Les tentatives ont été nombreuses et infructueuses, mais la détermination d'Amélie a fini par payer. Elle a réussi à attraper un poisson de taille modeste. Le retour au camp, avec cette petite prise, a été comme une victoire. Nous avons allumé un feu et partagé ce maigre repas. Ce n'était rien de plus qu'un morceau sec, mais le goût était celui de l'espoir. Pour la première fois depuis notre arrivée, j'ai ressenti une lueur de réconfort, fugace mais précieuse. Comme si le destin jouait avec nous, un orage s'est déclenché dans la nuit, déversant des trompes d'eau sur l'île. Nous avons improvisé des récipients avec des morceaux de métal pour recueillir cette eau précieuse. Chaque goutte qui s'accumulait était une victoire contre la soif. L'eau était métallique et froide, mais elle était vitale. Sous la pluie battante, nous avons bu jusqu'à la dernière goutte, comme si cette eau était la seule source de vie dans cet enfer. Le goût amer et minéral de l'eau nous rappelait notre condition de naufragés, mais il s'agissait d'une nécessité qui ne pouvait être ignorée. Les jours ont passé et nous avons commencé à nous aventurer dans la jungle. C'est Marco qui a aperçu le serpent en premier,
Un long reptile brillant et venimeux qui ondulait sur notre chemin. La créature s'est dressée, prête à attaquer, et nous sommes restés figés, évaluant la moindre de ses réactions. Mon souffle était court, le cœur battant, chaque seconde paraissant éternelle. Après ce qui m'a semblé une éternité, le serpent a fini par glisser dans les buissons, disparaissant comme un fantôme. L'idée que de tels dangers pouvaient se cacher sous chaque feuille, derrière chaque arbre, ajoutait un poids à notre survie. Nous étions loin d'être en sécurité. Voici les 2 derniers chapitres qui concluront cette histoire intense de survie sur l'île. Ces chapitres porteront l'histoire vers son dénouement en montrant le point culminant de leur lutte pour échapper à l'île, avec un ultime effort pour la survie. Le soleil déclinait, et tout semblait perdu. Nos corps étaient épuisés, chaque membre de notre groupe semblant brisé physiquement et mentalement. Alors que nous reposions nos dernières forces autour du feu, j'ai remarqué une lueur inhabituelle à l'horizon. Un point sombre fendait les vagues au loin, se détachant de l'étendue d'eau infinie. Mon cœur s'est arrêté un instant, c'était un bateau. Je n'ai pas réfléchi, je me suis précipité vers notre feu de signalisation improvisé et l'ai attisé frénétiquement, poussant les autres à faire de même. La flamme s'intensifiait, illuminant la plage d'une lueur vacillante mais forte. Nous avons pris tous les objets réfléchissants que nous pouvions trouver et les avons brandis, agitant nos bras avec l'énergie du désespoir, criant de toutes nos forces. Les minutes semblaient des heures, et mes mains tremblaient alors que le bateau continuait son trajet sans ralentir. Nos voix se faisaient rauques, les gestes se ralentissaient, et finalement, l'espoir a vacillé, comme une flamme sur le point de s'éteindre. Le bateau a disparu derrière l'horizon, ignorant notre détresse. La frustration et le désespoir étaient écrasants, c'était comme si l'île nous retenait dans ses griffes, nous refusant même le moindre espoir d'évasion. Après cette déception, il ne nous restait plus qu'une option, aussi risquée soit-elle. Marco, Lucas, Amélie et moi avons convenu que nous ne pouvions plus attendre. Notre seule chance résidait dans la mer elle-même. Nous avons rassemblé ce qui nous restait de force et de matériel pour construire un radeau de fortune. Les jours suivants ont été consacrés à cette tâche, chacun de nous mettant tout son espoir et ses dernières forces dans ce projet. Avec des branches, des troncs et des morceaux de métal récupérés sur l'épave, nous avons érigé une structure assez solide pour porter nos corps affaiblis. Lorsque notre radeau fut prêt, nous avons attendu le moment où les marées étaient plus calmes pour prendre la mer. Le départ était empreint d'une tension palpable, chacun jetant un dernier regard à l'île, lieu de nos tourments et de nos luttes, avec l'appréhension de ne jamais s'en échapper. Le voyage en mer était aussi éprouvant que notre survie sur l'île. Le radeau, fragile et brinque-ballant, menaçait de se disloquer à chaque vague, et les forces nous manquaient pour le maintenir. Mais l'idée de l'abandon était inconcevable. Alors que le soleil déclinait pour la 2e fois, nous aperçûmes un immense navire à l'horizon. Un miracle. Nos cris étaient presque inaudibles, nos mouvements faibles, mais cette fois, ils nous virent. Lorsque les marins nous hissèrent sur le bateau, la sensation d'être en sécurité et de quitter l'île relevait du rêve. Nos corps, épuisés et blessés, trouvaient enfin du repos. Le voyage s'était terminé, mais l'île et ses épreuves resteraient à jamais gravées en nous, comme une cicatrice indélébile.